Nous suivons une grande nouvelle de dernière minute dans une affaire très médiatisée. Le frère par alliance d'Anna Kepner a été placé en garde à vue. Timothy Hudson était en liberté depuis qu'il aurait agressé sexuellement et tué sa demi-sœur de 18 ans à bord d'un navire de croisière Carnival pendant des vacances familiales l'année dernière. Nous venons d'apprendre pourquoi il est maintenant en prison et ce que cela implique pour cette affaire troublante de violence familiale présumée en mer. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Christophe Stewart. C'est une mise à jour majeure dans cette affaire. Vous vous souvenez sûrement qu'à la dernière audience de Timothy Hudson, le juge du tribunal fédéral a déclaré cela. Dans la plupart des situations, il ne serait même pas question de savoir si quelqu'un devrait être en détention provisoire, compte tenu des allégations et des accusations auxquelles il fait face. Mais comme Hudson n'a que 16 ans, cela complique les choses. Mais tout cela a changé de manière significative ce soir, car Timothy Hudson serait maintenant incarcéré à la prison du comté de Citrus, en Floride, comme l'a d'abord rapporté West Television d'Orlando. Le comté de Citrus se trouve au nord de Tampa, sur la côte du golfe de Floride. Voici une vidéo de Timothy Hudson arrivant au tribunal fédéral de Miami plus tôt ce mois-ci pour une audience de libération sous caution. Malgré les accusations de meurtre et d'agression sexuelle, le jeune homme de 16 ans, jusqu'à ce que nous venions d'apprendre il y a quelques heures, il vivait avec un membre de sa famille sur la côte du golfe de Floride sous des conditions imposées par le tribunal. Il n'a pas encore été incarcéré jusqu'à présent. Mais un document judiciaire qui vient d'être rendu public, déposé le 10 juin, montre que le juge fédéral en charge de cette affaire a déclaré que Hudson devrait être en prison jusqu'à son procès. Dans le document, il est écrit, je cite, le danger posé par le comportement reproché, ici. Le juge fédéral écrit que le meurtre au premier degré présumé et l'agression sexuelle aggravée d'une jeune femme, demi-sœur de l'accusé, alors qu'il se trouvait dans les espaces confinés d'un navire en mer, suffisent à eux seuls à justifier la détention. Il poursuit en disant qu'un accusé, désormais considéré comme adulte, est inculpé sur la base de motifs raisonnables d'avoir délibérément ôté la vie à une personne et agressé sexuellement sa victime. Ce faisant, il représente un danger pour lui-même et pour autrui qu'aucun couvre-feu, dispositif de surveillance ou placement encadré ne saurait contenir de manière fiable. À ce moment, Hudson vivait chez un proche pendant que son affaire était en cours devant la justice. Au départ, il a été inculpé en tant que mineur en raison de son âge, et tout ce qui concernait l'affaire jusqu'à ce moment-là était tenu secret. Mais ensuite, son affaire a été transférée devant un tribunal fédéral pour adultes, et il fait face à des accusations extrêmement graves avec des allégations très troublantes portées contre lui. Il est accusé d'avoir étranglé sa demi-sœur, Anna Kepner, à mort dans une cabine où il séjournait à bord de ce navire de croisière pendant des vacances en famille qui faisait plusieurs escales dans les Caraïbes. Il a également été accusé d'avoir agressé sexuellement Anna Kepner. Lors d'une audience de détention préventive où l'accusation a soutenu qu'il représentait un danger en raison de ses allégations, la défense de Timothy Hudson avait plaidé qu'il devrait être autorisé à continuer de vivre avec son oncle parce qu'il n'avait enfreint aucune des conditions qui avaient été mises en place lorsqu'il était dans le système pour mineurs. Alors, avec Timothy Hudson maintenant en prison en attendant son procès, qu'est-ce que cela signifie pour la suite de cette histoire? Il y a également eu récemment une chronologie plus détaillée des allégations exposées dans un document décelé, nous montrant ce que le FBI dit avoir trouvé à bord de ce navire de croisière. Parlons-en. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir au début, c'est-à-dire au 2 novembre de l'année dernière. Et c'est à ce moment-là qu'Anna Kepner et sa famille sont montés à bord d'un navire de croisière Carnival à Miami. C'était censé être de belles vacances. Mais les conditions de vie à bord de ce navire de croisière sont vraiment à noter dans cette affaire. Anna Kepner, âgée de 18 ans, partageait une cabine avec son demi-frère de 13 ans et son beau-frère de 16 ans. Et ce beau-frère de 16 ans s'appelle Timothy Hudson. De l'autre côté du couloir, il y avait le père d'Anna, Christopher Kepner, et sa femme, une femme nommée Chantelle, qui était la mère biologique de Timothy Hudson. Il y avait aussi deux demi-sœurs d'Anna, ce sont des mineurs, qui séjournaient dans la chambre avec les parents. Dans l'ensemble, cette croisière s'est déroulée comme prévu. La famille a voyagé sur ce navire vers divers lieux des Caraïbes, dont Cozumel au Mexique. Mais ensuite, le 7 novembre, cette histoire devient une tragédie. Les documents montrent que des membres de l'équipage ont nettoyé la chambre 8343 ce matin-là.
découvrant alors le corps d'Anna Kepner, 18 ans. Selon les enquêteurs, elle avait été enveloppée dans une couverture et cachée sous son lit. Ils écrivent, je cite, il semblait que quelqu'un avait essayé de la cacher. Ensuite, le FBI a été appelé parce qu'il s'occupe d'enquêtes comme celle-ci sur les navires de croisière et dans les eaux internationales. Et le FBI monte à bord du navire. Ils interrogent les membres de la famille. Et ensuite, ils regardent la vidéo de surveillance du navire, et c'est très important. Les agents ont également parlé au demi-frère d'Anna, ce garçon de 13 ans qui partageait la chambre avec Anna et le suspect du meurtre, Timothy Hudson. Après le dîner, la nuit du décès d'Anna, elle était retournée dans la chambre car elle ne se sentait pas bien. Mais ensuite, le garçon de 13 ans essaie de retourner dans cette même chambre pour aller dormir. Et il dit que lorsqu'il a ouvert la porte de cette cabine, T, que nous savons maintenant être Timothée Hudson, a tendu le bras pour bloquer l'entrée de la chambre et n'a pas permis au jeune témoin d'entrer, en criant Attends, n'entre pas. C'est louche. Mais je doute qu'à ce moment-là, quelqu'un ait pu prévoir ce qui serait découvert dans la chambre, ni l'histoire que nous couvrons depuis des mois. Ce témoin de 13 ans a affirmé que toutes les lumières de la cabine étaient allumées et que les portes de la salle de bain et du placard étaient ouvertes. Hudson aurait alors forcé le garçon de 13 ans à attendre dans le couloir devant la cabine. Puis, après un certain temps, il l'a laissé entrer. Donc, le FBI expose ensuite une chronologie de ce que, selon eux, Hudson aurait fait d'après l'analyse de cette vidéo de surveillance. Et c'est extrêmement important quand on pense à l'argumentaire que les procureurs vont présenter. Donc, à 19h35 la nuit où Anna Kepner meurt, les documents affirment que Timothy Hudson se rend dans la cabine qu'il partageait avec elle. Puis, mais 3 minutes plus tard, à 19h38, Anna Kepner est vue en train d'entrer dans la cabine. C'est la dernière fois que les autorités disent l'avoir vue vivante. Puis à 19h51, le demi-frère de 13 ans d'Anna essaie d'entrer dans la chambre et il repart rapidement après. Ensuite, à 22h13, Timothy Hudson quitte la cabine seul. Les enquêteurs disent que, durant l'heure suivante, il y a de nombreuses allées et venues dans cette cabine. Citation. En ouvrant la porte de la cabine à 22h13, T, qui est Timothy Hudson, est vu en train de regarder à gauche et à droite dans le couloir, semblant vérifier si quelqu'un s'y trouve. Et ensuite, il sort de la cabine 8343, et c'est la seule fois où Hudson fait ce geste en sortant de la porte de la cabine. Les documents montrent ensuite que Hudson entre et sort de la cabine 2 fois de plus, entre 10h12 et 10h49, puis, à 10h53, il met une pancarte « Ne pas déranger » sur la porte. Il retourne ensuite à la cabine juste après 23h, et peu de temps après, à 23h21, le demi-frère mineur entre dans la cabine et il a dit au FBI qu'il n'a pas vu sa sœur à l'intérieur de la cabine. Il repart ensuite quelques minutes plus tard, à 23h23, Hudson entrerait et sortirait de la cabine à 23h44, puis juste après minuit, à 00h09, vous voyez ensuite le garçon de 13 ans qui essaie d'entrer dans la cabine. Et c'est à ce moment-là que Timothy Hudson lui aurait dit de ne pas entrer et l'a forcé à attendre dans le couloir. Il entre ensuite dans la chambre et le garçon de 13 ans aurait alors dormi dans cette cabine sans savoir que le corps de sa demi-sœur se trouve sous le lit. Hudson aurait déclaré à des membres de sa famille qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé la nuit où Anna est morte. Mais ensuite, on peut se demander, quand on entend parler de ces déplacements la nuit où Anna est morte, à quel point cet argument pourrait-il être solide? Et puis l'on entend aussi parler de ce qu'il a fait avec le téléphone portable d'Anna, dont nous allons parler dans un instant. Cela pourrait aussi être extrêmement accablant pour la défense. Maintenant, le lendemain matin, après qu'Anna aurait été tuée, son corps est retrouvé. Et les documents montrent qu'à 11h27 du matin, Timothy Hudson est vu en train de passer devant la cabine où il y avait de l'agitation parmi l'équipage qui essayait de comprendre comment cette jeune femme était morte. Et c'est glaçant si c'est vrai ce que Timothy Hudson aurait fait. Selon les documents, je cite, il ne fait aucun effort pour regarder et voir ce qui se passe à l'intérieur, même si de nombreuses personnes sont encore dans la cabine avec la porte ouverte. Il regarde droit devant lui et s'éloigne. On pourrait penser que s'il y avait beaucoup d'agitation dans la pièce où vous séjourniez avec votre famille, vous jetteriez au moins un coup d'œil. À moins que vous ne sachiez déjà, selon l'accusation, ce qui était arrivé à la jeune femme avec qui vous partagiez cette chambre. Maintenant, en parlant d'Anna, elle documentait beaucoup sa vie sur les réseaux sociaux, comme TikTok.
Comme beaucoup d'adolescentes, elle avait toujours son téléphone. Après la découverte de son corps, les autorités affirment que le téléphone portable manquait. Le FBI dit qu'ils ont retrouvé son téléphone dans les objets trouvés du navire. Un membre de l'équipage a déclaré l'avoir trouvé dans une poubelle, et il semblait que le téléphone était endommagé et cassé. Maintenant, voici quelques détails supplémentaires selon les enquêteurs. La vidéo de surveillance montrerait Timothy Hudson quittant la cabine à 9h26 du matin le lendemain du meurtre de Kepner. Puis il revient à 9h48 du matin. Il quitte ensuite la cabine à nouveau à 9h50. Et il semble, selon les autorités, qu'il avait quelque chose à la main. Les autorités le surveillent à la caméra. Alors qu'ils suivent ces images de vidéosurveillance, ils voient qu'à 9h52 du matin, Timothy Hudson mettrait prétendument ses mains dans la même poubelle où le téléphone d'Anna Kepner sera retrouvé plus tard. Le FBI, en plus d'avoir les images de vidéosurveillance, a également récupéré le GPS du téléphone d'Anna et peut voir à quel routeur il se connecte sur le navire. Le FBI affirme avoir tracé ce téléphone et l'avoir vu suivre le même trajet que Timothy Hudson aurait emprunté jusqu'à cette poubelle, ce qui signifie qu'il aurait pris le téléphone d'Anna après l'avoir prétendument tué, puis l'aurait jeté à la poubelle. Les documents précisent comment les autorités ont découvert l'agression sexuelle d'Anna Kepner. Les détails de cette partie de l'histoire sont essentiels pour l'affaire et les accusations contre Timothy Hudson, mais ils sont trop explicites pour être évoqués ici. Mais en ce qui concerne l'ADN, il y a eu un grand rebondissement dans cette affaire. Voici donc ce que nous savons. Le médecin légiste a pratiqué un examen médico-légal pour agression sexuelle sur Anna. Et selon les enquêteurs, un écouvillon aurait donné un résultat positif correspondant à l'ADN de Timothy Hudson. Mais voici le rebondissement. Il y a également eu une correspondance avec une personne que les autorités appellent le témoin mineur numéro 2 dans ces documents. Et ils disent qu'il s'agit d'un garçon qui vit dans un autre État. Et ils affirment qu'il a eu des rapports sexuels avec Anna lors de cette croisière. Maintenant, il n'est pas clair quelles sont les circonstances entourant cette personne, ni si cela pourrait soulever des doutes sur ce qui s'est passé. Maintenant, la vidéo ne montre que les images de vidéosurveillance. Hudson, le demi-frère de 13 ans, et Kepner entrant dans cette pièce. Et puis, il y a le demi-frère qui a été écarté en tant que contributeur d'ADN. Le médecin légiste affirme que Timothy Hudson aurait agressé sexuellement Anna avant sa mort. Lors de l'audience de détention de Timothy Hudson, le juge en charge de cette affaire a déclaré qu'une partie de la raison pour laquelle il ne plaçait pas Hudson en détention à ce moment-là était qu'il fallait encore trouver un établissement adapté à Hudson, compte tenu de son âge. Le juge a également mentionné qu'il souhaitait trouver un endroit qui serait relativement proche du lieu de résidence de sa famille, plutôt qu'un établissement dans le comté de Miami-Dade où le crime aurait eu lieu. Et ce soir, il serait détenu à la prison du comté de Citrus. Maintenant qu'Hudson est en détention, quelle est la prochaine étape? J'ai discuté avec l'ex-procureur de l'État du comté de Palm Beach, Dave Ehrenberg, avant la détention de Hudson pour connaître les prochaines étapes de l'affaire. Surtout en tenant compte du chronologie mise à jour présentée par le FBI dans ses documents rendus publics. Voici ce qu'il avait à dire. Nous retrouvons depuis la Floride l'ancien procureur du comté de Palm Beach, Dave Ehrenberg. Merci d'être avec nous. Vous avez lu, il y a 145 pages, mais il y en a environ 20 qui exposent vraiment un récit précis que le FBI a élaboré en enquêtant sur cette affaire. Qu'est-ce qui vous a marqué? Vous savez, si vous êtes le procureur dans cette affaire, qu'est-ce que cela signifie pour Timothy Hudson? Ce qui m'a marqué, Chris, c'est la conscience de sa culpabilité. Et ici, vous avez l'accusé qui a été filmé en train de regarder des deux côtés en quittant la pièce. Et ensuite, il fait tout son possible pour empêcher son frère d'entrer dans la pièce. Il lui a dit d'attendre dehors parce qu'il était soi-disant en train de se changer. Et le frère a trouvé cela étrange parce que toutes les lumières étaient allumées, les rideaux étaient ouverts et il était clair qui était la dernière personne vue avec la victime. Mais en ce qui concerne la conscience de sa culpabilité, on le voit ensuite se promener sur le bateau, filmé par les caméras, avec le téléphone portable d'Anna Kepner, cherchant un endroit pour le cacher. Et puis, pendant un moment, il se trouve à l'endroit où le téléphone a été caché, en train de placer le téléphone à cet endroit. Qui ferait cela à part celui qui a tué Anna Kepner? Tu sais, dans la deuxième partie, le lendemain matin, je crois qu'il est environ 9h30. Donc c'est après que les membres de l'équipage, selon le FBI, trouvent son corps. Et puis tu imagines tout le remue-ménage que ça aurait provoqué.
Et ils disent que Timothy Hudson passe devant la chambre sans vraiment regarder à l'intérieur. Tu vois, je veux dire, c'est sa chambre dont il parle. Et il passe devant, et il ne regarde pas, tu sais, il regarde juste droit devant lui en passant. En même temps, tu sais, hein, le langage corporel peut être très subjectif. Tu sais, cela peut signifier beaucoup de choses selon la perspective. Par exemple, comment le tribunal interprète-t-il généralement ces informations? Par exemple, quelle est la probabilité que tout cela soit présenté au procès? Ou, tu sais, un juré pourrait le voir et se dire, d'accord, eh bien peut-être qu'il regarde ailleurs pour une raison quelconque, ou peut-être qu'il regarde à l'extérieur de la chambre parce qu'il se passe autre chose. Pour quelque chose d'aussi subjectif, quelle est la probabilité que ces éléments figurent dans ce que les procureurs souhaitent présenter? La question est de savoir si c'est une preuve pertinente. Si oui, elle sera admise et les jurés assembleront le puzzle avec ces éléments. Savez-vous qui a été vu en dernier avec Anna Kepner? Et vous avez aussi toutes les preuves médico-légales. Vous avez toutes les preuves de son meurtre, de l'agression sexuelle. Mais ensuite, quand il s'agit de la conscience de la culpabilité, oui, vous le voyez sur la vidéo, rôder en cherchant une poubelle pour jeter son téléphone. Il est à l'endroit où son téléphone a été retrouvé, c'est lui qui l'a déposé. Vous le voyez sur la caméra regarder des deux côtés pour s'assurer que personne ne le voit quitter l'endroit. Il est resté dans cette pièce pendant des heures, seul avec Anna. Vous ne revoyez jamais Anna. Je veux dire, il y a tellement de preuves ici. Je pense, ça va être difficile pour la défense de prétendre que ça pourrait être quelqu'un d'autre, sauf pour le fait qu'il y avait des preuves ADN de quelqu'un d'autre qui apparemment a eu des rapports sexuels avec Anna pendant la croisière. Mais en même temps, cela aussi pourrait être utile pour l'accusation parce que cela établit un mobile. Pourquoi quelqu'un aurait-il simplement pété les plombs comme ça? Vous avez quelqu'un qui avait une attirance profonde et de longue date pour sa demi-sœur. Et puis il s'est mis en colère quand il a découvert qu'elle était avec un autre homme pendant la croisière. Et c'est ce qui l'a poussé à l'agresser sexuellement, puis à la mettre dans une prise d'étranglement jusqu'à ce que ses tympans éclatent. C'est glaçant. Et en quelque sorte, je vais vous demander un peu à propos des dispositions préalables au procès pour Timothy Hudson, parce que, je veux dire, il n'a que 16 ans, je comprends ça. Mais ce dont il est accusé est vraiment abject. C'est vraiment le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas de caméra dans la cabine. On remarque de nombreux allées et venues. On connaît les allégations selon le rapport du médecin légiste. Mais à quel point est-ce un problème pour les procureurs? Parce qu'en même temps, si vous êtes un très bon avocat de la défense, vous pourriez créer cette réalité alternative, hein, cette histoire différente sur ce qui s'est passé. Il n'existe aucune preuve de ce qui s'est passé dans la chambre. Évidemment, Anna Kepner a perdu la vie, mais en ce qui concerne ce qui a précédé les faits, s'il y a eu une dispute, si quoi que ce soit a été consenti, il n'y a aucune vidéo qui prouve que cela ne s'est pas produit. Eh bien, vous pouvez parier que puisque l'ADN de l'accusé a été retrouvé chez Anna, l'argument sera que l'agression sexuelle était consentie. Et ensuite, je ne sais pas ce qu'ils vont dire pour le meurtre, mais ils vont dire, en ce qui concerne l'agression sexuelle, que c'était consenti. Mais les preuves contredisent cela. Sa culotte a été retrouvée à l'intérieur d'elle en boule. Et cela est cohérent avec une agression sexuelle agressive et involontaire. De plus, elle est morte à cause d'une prise d'étranglement. Je veux dire, c'était tellement intense, tellement brutal que ses tympans ont éclaté et qu'il y avait de fortes marques et des signes d'échymose au cou et autour de l'oreille. Ce n'était pas juste une relation sexuelle consentie, et je pense qu'on ne peut pas dire cela. En plus, vous savez, il y aura le témoignage de l'ancien petit ami d'Anna qui a dit que cet accusé s'était comporté de façon étrange autour d'Anna par le passé, qu'il était obsédé par elle et qu'elle le savait. Pourtant, la famille détourne simplement le regard pendant que cela se passe. Oui, on parle de la disposition des chambres. Les parents étaient juste en face, de l'autre côté du couloir. Mais ensuite, il y a cette dynamique étrange entre Anna et son demi-frère. Même si les parents et grands-parents semblaient avoir une bonne relation, c'est ce que disaient les grands-parents. Apparemment, ce n'était pas un grand secret pour leurs proches qu'il se passait quelque chose entre eux. Un témoin capital, apparemment, pour la première fois, il semble être identifié comme le demi-frère de 13 ans qui séjournait aussi dans la même chambre qu'Anna Kepner et Timothy Hudson. En quoi ces allées est venu cette nuit-là et le fait qu'on lui ait demandé de rester hors de la chambre un moment influence-t-il la situation? Le FBI affirme qu'il a en fait dormi dans cette chambre avec le corps d'Anna sous le lit, ce qui est aussi terrifiant. Quel rôle va-t-il jouer dans la façon dont l'histoire sera racontée au tribunal?
Il sera témoin parce que c'est lui à qui l'accusé a dit de ne pas entrer dans la chambre, d'une manière très étrange. Il logeait là aussi. Et quand le frère a essayé d'entrer dans la chambre, l'accusé a inventé une histoire comme quoi il était en train de se changer, puis il a bloqué la porte. Et puis le garçon de 13 ans a trouvé ça inhabituel parce que toutes les lumières étaient allumées, les portes étaient ouvertes et il s'est juste rappelé à quel point c'était étrange. Maintenant, la défense pourrait essayer de le désigner comme le coupable, mais ce n'est pas lui qui a été vu en dernier avec Anna. Ce n'est pas lui qui essayait de dissimuler ses actes. Ce n'est pas son ADN qui a été retrouvé chez Anna. Donc, ce serait peine perdue. Je pense qu'ils perdraient toute crédibilité auprès du jury. Je pense qu'ils essaieraient de rejeter la faute sur la personne au hasard sur le navire avec qui Anna a eu des relations sexuelles. Mais en même temps, cela aussi, je pense, serait une cause perdue parce qu'il n'y a aucune preuve qu'il ait commis un acte de violence à part avoir eu des relations sexuelles consenties avec Anna. Donc, je veux dire, ils vont essayer n'importe quoi pour voir si ça marche, mais les preuves sont tellement accablantes contre l'accusé. Alors, que faites-vous en tant qu'avocat de la défense à ce stade? Parce que je sais que, par exemple, vous pourriez construire une défense en disant que, vous savez, c'était consensuel. Vous savez, il y a toutes sortes de défenses possibles, mais il semble que, quand on compare, du moins à ce stade, je pense, quand on compare à ce que le FBI allègue, ce n'est tout simplement pas suffisant, ce serait juste une tentative désespérée. On se demande vraiment ce qu'un avocat de la défense peut faire à ce stade. Avec ce jeune client qui va devoir faire face à une affaire vraiment, vraiment difficile qui semble assez solide, du moins d'après ce qui est allégué dans les documents. C'est ça. Eh bien, c'est pour ça que j'ai été procureur pendant longtemps et seulement récemment avocat de la défense, parce que ce genre de choses va être difficile à expliquer. Mais ils peuvent essayer simplement de rappeler que la charge de la preuve incombe à l'accusation et faire valoir que bien qu'il puisse y avoir des preuves de contact sexuel, les preuves ADN ne prouvent pas quand l'activité sexuelle a eu lieu, ni si elle était consentie. Cela ne prouve pas si c'était lié à la cause du décès ou qui a causé la mort. Ils peuvent essayer de dire que c'est l'autre gars sur le navire qui l'a fait ou le frère de 13 ans. Ils avaient tous la même cabine, non? Et il avait accès au garçon de 13 ans. Ils peuvent dire que le personnel avait aussi accès à la cabine et vérifier si la chronologie du gouvernement exclut vraiment tout le monde. Il faut prouver l'affaire au-delà de tout doute raisonnable. Il suffit qu'un seul juré tienne bon et c'est un jury suspendu. C'est vrai, oui, je veux dire, mais ça semble aussi vraiment difficile, tu sais, où les images de vidéosurveillance montrent qu'Anna Kepner entre dans la pièce. Timothy Hudson y entre aussi. Tu as ce garçon de 13 ans, mais il semble, tu sais, qu'au moins le FBI, tu sais, croit vraiment à son histoire. Il a aussi 13 ans, je veux dire, c'est vraiment, vraiment jeune. Concernant les procédures préalables, la semaine dernière, Timothy Hudson est allé au tribunal puis a pu rentrer chez lui. Qu'est-ce que tu en penses, simplement sur cette base? Je comprends qu'il ait 16 ans, mais vu la brutalité de ce meurtre, que penses-tu du fait que le juge lui ait permis de continuer à vivre chez son oncle? Tu sais, je pense qu'il y a une certaine inertie ici parce qu'il avait déjà été libéré avant le procès pendant toute cette procédure et qu'il n'a commis aucune infraction. Je pense que ça a facilité la décision du juge de dire, d'accord, on va continuer comme ça. En plus, il ne représente pas vraiment un risque de fuite. C'est un mineur, il n'a pas de jet privé. Ce n'est pas comme Didi qui peut simplement appeler quelqu'un pour en avoir Tu sais, un jet pour venir le chercher. Il n'a pas de véritables antécédents, donc il ne représente pas vraiment une menace pour la communauté. Donc, je peux comprendre que même si c'est un crime très grave, ils ne vont pas le mettre en prison ou en détention avant le procès. L'autre chose importante, c'est son âge. Je pense que tous ces éléments comptent. Malgré tout, il pourrait être incarcéré parce qu'il aurait commis un meurtre odieux et une agression sexuelle. Normalement, si c'était un adulte accusé de ces faits, il ferait l'objet d'une détention provisoire avant le procès. Mais comme il est mineur parce qu'il a été en liberté jusqu'à présent et n'a enfreint aucune des conditions, et parce qu'il n'a pas vraiment les moyens de fuir, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il reste dans sa situation actuelle, ou peut-être qu'ils ajoutent une assignation à résidence. Je peux imaginer qu'il soit traité différemment que s'il était adulte. oui, et j'ai trouvé ça intéressant. Le juge a carrément dit que s'il était plus âgé, il n'y aurait même pas de question sur le fait qu'il serait placé en détention provisoire ou non. Mais je ne pense pas qu'on puisse simplement ignorer le fait qu'il a 16 ans. Une autre partie de cette histoire dont on a parlé concernait d'éventuels précédents,
ou de la jurisprudence liée à cette affaire. Bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'il se passe quelque chose de grave sur un bateau de croisière, mais existe-t-il des précédents? Je veux dire, à quel point ce cas est-il unique? C'est un peu comme prendre du recul, on en a beaucoup parlé. Je veux dire, est-ce qu'il y a un cas qui, selon vous, ressemble à ce à quoi on fait face ici? Intéressant. Oui, il y a toujours un lien avec la Floride. On dirait bien. Ouais, ouais. C'est vrai, il y a un lien avec la Floride. Ce qui est inhabituel, c'est qu'on ne voit pas de telle violence sur un bateau de croisière. On voit plutôt des gens tomber par-dessus bord. Tu as déjà vu ça. Mais aussi, on ne voit pas souvent des procureurs fédéraux impliqués dans des affaires de mineurs. La plupart de ces affaires sont poursuivies par des procureurs d'État, mon ancien métier. Comme cela s'est produit en eau internationale, c'est à la justice fédérale de gérer l'affaire, même pour un mineur, ce qui reste rare. Et c'est pour ça que cette affaire a attiré autant d'attention à cause des faits, parce qu'elle est tellement inhabituelle à bien des égards. Mais j'espère que justice sera rendue ici. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle nous sommes fascinés par cette affaire, c'est aussi parce qu'il y a des membres de la famille complètement ignorants qui ont permis que cela arrive alors qu'on leur avait montré des signaux d'alerte. Et pourtant, ils se retrouvaient tous ensemble dans la même pièce pendant qu'ils faisaient la fête et ignoraient la réalité. Et je pense que ça dérange beaucoup de gens à juste titre. Oui. D'ailleurs, dans ce type d'affaires, on retrouve souvent un volet civil et une histoire de décès injustifiée. Mais dans ce cas, c'est parce que vous savez, le père d'Anna Kepner était sur la croisière et sa belle-mère aussi. Par exemple, quand il y a une victime et que vous regardez certains membres de la famille, on pourrait dire qu'ils ont mis Anna dans une chambre avec quelqu'un qui l'aurait tuée. Qui, côté civil, pourrait intenter une action pour décès injustifié. Est-ce possible dans ce cas où la victime est présente? Ce seraient ses propres membres de la famille qui seraient mal poursuivis. Oui, eh bien, Anna a, je suppose, ses parents biologiques et puis elle a des beaux-parents. Donc, c'est ça, non? Donc, tu as le père biologique, je crois, c'est bien ça. Le père biologique pourrait poursuivre au civil parce que c'est sa fille et il a confié sa fille aux soins de la mère et du beau-père et elle finit par mourir. Donc oui, il pourrait intenter une action en justice. Il pourrait aussi peut-être même essayer d'intenter une action en justice contre Carnival Cruise Lines. C'est difficile à faire, mais c'est le genre de mauvaise publicité que la compagnie de croisière ne voudrait pas. De plus, peut-être que davantage aurait pu être fait en matière de sécurité. Maintenant, il semble que les caméras de sécurité sur le navire ont aidé à résoudre cette affaire et que la sécurité a agi quand elle le pouvait. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus que la compagnie de croisière aurait pu faire. Et c'est le sujet d'un procès civil. D'accord, on verra. Il reste encore du chemin avant d'en arriver là dans l'histoire. On verra la suite. Timothy Hudson est actuellement en liberté. Nous verrons s'il est finalement placé en détention avant le procès, mais c'est vraiment une affaire incroyablement triste, avec cependant de nouveaux détails qui émergent. Dave Ehrenberg, ancien procureur de l'État pour le comté de Palm Beach. Merci, comme toujours, d'analyser ces affaires de Floride pour nous. Nous vous en sommes reconnaissants. Merci, Chris. C'est tout pour l'affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Et nous diffusons également maintenant sur Peacock. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.